Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 6. The number you have dialed has been changed. The new number is 9. 9. Teisha. Ne croyez pas ce que vous voyez. Il n'existe pas un univers, il n'existe pas une multitude d'univers. Il y a 9 mondes parallèles. À moins d'aimer la folie, voyager entre eux peut s'avérer dangereux. Les 9 parallèles. Épisode 8. Les conséquences de K16, partie 5 sur 5. 24 heures. Il avait fallu 24 heures pour que les scientifiques en charge de comprendre ce qui s'était passé en viennent à émettre la théorie posée par Paco en quelques minutes. Pourtant, l'agent de sécurité n'était pas à classer dans la catégorie des génies, et cette approche, ils étaient nombreux à l'avoir eue dans le monde. Mais les chercheurs avaient voulu l'ignorer le plus longtemps possible, car elle avait un caractère terrifiant. Cependant, comme les différentes vérifications avaient montré que tout avait fonctionné à merveille, il n'était plus possible d'écarter cette explication. Le sujet fit l'objet de débats houleux à l'Assemblée générale des Nations unies. Les délégués des 5 nations parties prenantes au projet proposèrent de relancer l'expérience en visant une date moins éloignée afin d'essayer de comprendre et de prévenir une éventuelle catastrophe. Les Russes et leurs alliés adressèrent une fin de non-recevoir en faisant valoir qu'il était plus probable que l'expérience n'a simplement pas marché et que de relancer une 3e fois plus tard faisait courir un risque immédiat à l'humanité. Un risque bien plus probant qu'une éventuelle catastrophe dans les 10 prochaines années. Il n'y eut pas d'accord, et l'Union, soutenue par ses alliés, annonça que l'expérience serait renouvelée dans 15 jours, délai nécessaire pour régler les soucis techniques, et que l'on viserait cependant la même date. La Russie protesta en vain. Installé à la terrasse d'un café marseillais, Hervé de Sands avait un visage blême. La période était compliquée, et, en plus, il n'avait pas digéré le plateau de fruits de mer qui s'était offert la veille en arrivant dans la cité phocéenne. « Tu as un petit visage, camarade », lui lança Sergueï en s'asseyant près de lui. « On dit une petite mine, Sergueï, pas un petit visage », répondit l'agent de l'Union sur un ton agacé. « Ne prends pas la bestiole, mon vieil ami, je plaisante. La mouche, ne prends pas la mouche, insiste Hervé, mais tu le fais exprès ? Non, mais de toute façon, je ne t'ai pas fait venir pour te parler des expressions populaires de ta langue maternelle. Je l'espère bien. » Un garçon de café s'approcha de la table pour prendre la commande. De Sens déclina et le Russe commanda un Coca-Cola. « Vous vous êtes bien planté avec votre satanée expérience. Mes supérieurs au Kremlin hésitent entre l'amusement et l'agacement. Bien heureux d'occuper leurs pensées. Ils pensent que vous vous êtes foutu de notre visage. » Hervé ne releva même pas. « Et que votre histoire de connaître le futur, c'est de la fumisterie. Plus facile à croire que d'imaginer que l'humanité aura sans doute disparu dans 10 ans. Et pourtant... » Romanov ne put cacher son sourire. Il ne pouvait pas croire que son vieil ami de Sands pouvait cautionner ces sornettes. Le Russe but 2 gorgées de sa bouteille de coca que le serveur venait de poser devant lui. « C'est vraiment infâme cette boisson. »« Pourquoi tu la bois alors ? Il faut croire que nous autres, les Russes, nous avons un côté masochiste. D'ailleurs, je vais te le prouver. Mon président est d'accord pour vous laisser faire votre nouvelle expérience. Naturellement, officiellement, il protestera. Et vous devrez peut-être vous excuser après. Mais rien de sérieux. » Hervé de Sens se détendait un peu. Enfin une bonne nouvelle, mais surtout une grosse méprise. Il questionna sur les raisons de ce cadeau. « Ce n'est pas un cadeau, cela aura un coût, mais ce n'est pas nous qui allons en parler ici.
Vous n'avez pas peur de pléthore alors? Nous allons sans doute insister un peu sur les risques qu'il fait courir au monde, mais pour la forme. Dans le fond, on vous fait confiance. Sergei ria de bon cœur et termina son verre de coca d'une traite. Sont mortels, des doubles spirales. Ah, d'accord. Ok. Mais bon, j'en prends 100, d'accord. Un vieil immeuble dans un quartier populaire d'une ville moyenne. Des escaliers en bois qui grincent à chaque marche, une légère odeur de moisi qui monte des caves et une porte d'appartement démodée à la peinture abîmée. Décor bien maussade que pourtant Esteban ne remarqua même pas. Il lut juste le nom sur la sonnette qu'il fit résonner à 2 reprises. Une petite femme blonde, un peu rondelette, sans âge, et au look babacool vint lui ouvrir. Le visiteur demeura un instant interdit devant la robe à fleurs aux couleurs criardes mal dissimulées, sous un épais et long gilet en mohair noir. Elle toisa Esteban, sans rien dire, et ce dernier balbutia. Je suis chez John? Oui, c'est ça. T'es qui? Je suis Esteban, le beau-frère d'Alban. Ah ouais, salut, moi c'est Clémentine. Entre, ils t'attendent. L'intérieur de l'appartement supportait tout à fait la comparaison avec le reste de l'immeuble. Un vieux parquet en bois qui grinçait autant que les marches d'escalier et des murs à la peinture défraîchie que l'on avait dissimulés sous de grandes tentures multicolores. Seule l'odeur, plus proche de l'herbe de Provence que du moisi, faisait une différence. Un court couloir s'ouvrait sur un salon au mobilier de briques et de broc, dans lequel 3 hommes, dont Alban, étaient avachis sur un canapé échappé d'une décharge et discutant en fumant des cigarettes coniques. Clémentine les interrompit pour introduire Esteban. Alban, bien que dans un état second, parut sincèrement ravi de voir arriver son beau-frère. Il se leva et, en titubant un peu, vint poser une main amicale sur l'épaule du nouveau venu. « Bienvenue mon vieux, c'est vraiment super cool que tu sois là. Laisse-moi te présenter Charles et John qui font partie du mouvement. » Le premier ne bougea pas, le second se leva et vint chaleureusement serrer la main d'Esteban. C'était un grand gaillard filiforme avec une longue chevelure brune, une petite barbe et un faux air de Jésus-Christ. Ses yeux bleus profonds lui donnaient un regard perçant qui mit Esteban un peu mal à l'aise. « Vraiment content que tu aies pu venir. Assieds-toi, je t'en prie. » Il lui désigna un fauteuil qui faisait face au canapé. « Tu veux boire quelque chose ?»« Un café. » John eut un sourire. Il se tourna vers Clémentine qui était restée debout au fond de la salle. « Apporte un café à notre ami, s'il te plaît. » Puis il s'installa en face d'Esteban, entre Alban et Charles, tel le Messie entre 2 apôtres. « Alban nous a dit que tu hésitais à nous aider et que tu avais des questions. Vas-y, je t'écoute. »« Je ne suis pas certain de comprendre ce que vous cherchez exactement, ni ce que vous attendez de moi. »« Ce que l'on cherche, mon ami, simplement à éviter le pire. Tu es bien placé pour voir ce qui va se passer si nous continuons ainsi. Dans 10 ans, il n'y aura plus d'humanité. Nous avons les moyens aujourd'hui d'éviter cela. » John se cala au fond du canapé et soupira. « Ils nous mentent, ils jouent avec nos vies et nous privent de nos libertés, et on bêle comme des moutons, mais sans aucune réaction. » « C'est vrai, enchaîna Alban. Tu as entendu le discours de la présidente? Des banalités et un rideau de fumée juste pour cacher la vérité. Tu penses vraiment qu'ils ne savent pas pourquoi ce message ne nous est pas parvenu du futur? » Peut-être que l'expérience n'a simplement pas fonctionné, risqua Esteban, entraînant par là même l'hilarité de ses 3 interlocuteurs. « Sois pas naïf, elle fonctionne leur putain d'expérience, crois-moi, intervint Charles qui semblait sortir d'un long coma. Va faire un tour sur les sites d'inforus, tu verras, leurs scientifiques sont catégoriques, et ils ne sont pas manipulés, eux. » Esteban soupira. Il sentait bien que les choses n'étaient pas naturelles. Mais le discours des 3 pieds nickelés en face de lui ne parvenait pas à le convaincre totalement. Il se frotta le menton. « Ok, mettons que vous disiez la vérité. Si l'avenir est celui-ci, que peut-on faire? C'est inévitable. » Clémentine revint dans le salon et posa une tasse de café brûlant sur la petite table. Puis elle disparut de nouveau dans la pièce voisine. « C'est là que tu te trompes, » répondit John. « L'avenir n'est pas encore écrit et nous pouvons le changer. Il nous suffit de savoir où et comment intervenir. »« Vous avez aussi une machine prédiction ?» ironisa Esteban. « Pas besoin, » coupa sèchement Charles. « Les infos se trouvent partout, il suffit de savoir lire. » Alban et John acquiescèrent et ce dernier reprit la parole. « Nos autorités savent parfaitement ce qui va nous conduire à notre perte, mais si jamais elles le disent, alors elles vont se décrédibiliser. Donc, elles poursuivent leur jeu. » Esteban put son café lentement. Il cherchait à se donner du temps pour réfléchir. Les paroles de Paco l'avaient marqué, poursuivi même, et c'est à cause de cela qu'il était là ce matin.
mais les 3 rigolos en face de lui parvenaient à le convaincre. Il reposa la tasse vide devant lui. « J'ai peur de poser la question. »« Te gêne pas, mon pote, » l'encouragea John. « Qu'est-ce qui va causer notre perte ?»« Tu ne t'en doutes pas ?» demanda Alban véritablement surpris. Esteban fit un signe négatif de la tête. « Mais enfin, » enchaîna son bon frère avec condescendance, « Pléthore, pourquoi crois-tu que nous t'avons fait venir ?» Immédiatement, tous les signaux d'alerte s'allumèrent dans la tête d'Esteban, qui, comme s'il avait été assis sur un ressort, se dressa d'un bond. Il s'excusa, balbutia quelques mots incompréhensibles et tenta de s'esquiver. Il n'en eut pas vraiment le temps. Clémentine lui barra la sortie du salon, et John, qui s'était levé à son tour, vint à sa hauteur. « Détends-toi, l'ami. On ne t'a rien demandé, et sois certain que je comprends ta réticence. Ton beauf m'a filé ton mail. Je vais t'envoyer une série de liens, tu regardes ça chez toi à tête reposée, et si jamais, tu as toujours le numéro qu'Alban t'a filé l'autre coup. » Esteban opina du chef sans lever les yeux sur son interlocuteur. « Alors c'est de la balle !» John fit signe à Clémentine de le laisser passer, et l'agent de sécurité parut presque s'enfuir en quittant l'appartement. Georges estimait son rythme cardiaque entre 130 et 150. Il était persuadé qu'il devait tout faire pour qu'il baisse le plus vite possible. Mais en ce jour exceptionnel, il était fou de penser qu'il puisse consacrer ne serait-ce que 5 minutes à des exercices de méditation. Il sortit de son bureau avec une pile de dossiers mal rangés sous le bras. Il avait glissé à l'intérieur, à la va-vite, les dernières feuilles qu'il avait imprimées le matin même. À son arrivée, les 2 secrétaires qui occupaient la pièce voisine se levèrent d'un bond. Elles étaient, elles aussi, dans un état de surexcitation dangereux pour leur santé. Sans même les regarder, Georges les interpella par leur prénom. « Karine, Sylvie, avec moi, que je vous débriefe sans perdre de temps. » Le trio s'engagea dans ces longs et interminables couloirs qui couraient dans les sous-sols du palais présidentiel. Sans ralentir le pas et tout de même un peu essoufflé, Georges donna ses ordres aux subalternes qui le suivaient en essayant, avec difficulté, de prendre le plus de notes possible. Ils arrivèrent bientôt devant une porte blindée, gardée par 2 agents de sécurité dont l'attitude et la tenue faisaient penser à des caricatures. Georges s'arrêta enfin. Karine et Sylvie également, soulagées que cette course prenne fin. L'adjoint de la présidente sortit son passe et le montra à l'un des 2 gorilles qu'il examina avec attention. « Et alors » s'insurgea Georges en toisant les 2 secrétaires. « Vous êtes encore là ? Qu'est-ce que vous attendez ? Vous avez vos consignes, au travail !» Les 2 malheureuses repartirent sur les chapeaux de roue, tandis que l'agent de sécurité rendait son passe à Georges et lui ouvrait la porte. Dans la salle spacieuse et ultra sécurisée où Georges venait de pénétrer, trônait une immense table de réunion autour de laquelle se trouvait l'ensemble du gouvernement de l'Union. Contre les murs, des chaises en plastique inconfortables accueillaient les collaborateurs de chacun des ministres présents. L'une d'elles était libre, juste derrière le fauteuil de la présidente. Georges se glissa discrètement derrière Amanda Taylor, qui écoutait avec attention l'intervention du ministre de l'Intérieur. « Les forces de l'ordre sont habituées à gérer ce genre de situation », expliquait ce dernier avec de la fierté dans la voix. « Depuis quelques mois maintenant, les opposants au projet Prédiction organisent des actions partout dans le pays. Nous connaissons les meneurs et même les suiveurs, pas de problème. » « Très bien, monsieur le ministre, » enchaîna la présidente. « Mais vous conviendrez qu'aujourd'hui est un jour particulier. Nous allons réactiver Pléthore et Prédiction. Ils risquent de ne pas rester sans réaction. » « C'est évident, mais nous avons anticipé cela. Des hommes à nous ont infiltré les différents mouvements et nous sommes au fait, je pense, de l'ensemble des actions prévues. »« Merci, monsieur le ministre. Je vous propose une pause de 5 minutes. » La salle, si attentive quelques secondes auparavant, s'emplit immédiatement d'un brouhaha feutré. Chacun des ministres présents profitèrent de ce répit, soit pour échanger entre eux, soit pour faire le point avec leurs collaborateurs. Georges s'approcha de la présidente et lui tendit les dossiers qu'il avait apportés. Elle les parcourut rapidement et demanda des précisions. L'un des rapports attira soudainement son attention, et à la reprise de session, elle interpella immédiatement le ministre de la... « Monsieur le ministre de la Défense, on vient de porter à ma connaissance à l'instant une augmentation significative des échanges sur les sites internet liés au mouvement de protestation. Vos services de renseignement ont-ils des informations là-dessus ? » « Oui, Madame la Présidente. Il y a effectivement beaucoup d'activités sur ces sites et d'après nos spécialistes, elle vient principalement de Russie. Nos amis du FSB semblent particulièrement déterminés à faire monter la pression. Pourtant, d'après vos rapports précédents, la Russie semblait accepter officieusement cette nouvelle tentative, même si les protestations officielles restaient de mise. » « Tout à fait, Madame la Présidente. Mais ils sont persuadés qu'ils ont un avantage à prendre. D'une part, ils nous montrent leur capacité de nuisance, d'autre part, ils renforcent leur présence et leur influence sur les réseaux contestataires présents dans l'Union. » « Des risques à votre avis ? »
Bon, avec ce genre de manipulation, il peut toujours y avoir un risque. Le FSB souffle sur les braises, mais si le feu prend, il n'aura aucun moyen de contrôler son évolution. Nos services ont donc renforcé la surveillance des activistes qui côtoient ces sites. Mais rien n'est infaillible dans ce genre de situation. Bien, merci monsieur le ministre. La présidente regarda l'heure sur sa montre. Il était temps de mettre fin à cette réunion. Je dois me rendre en salle de presse pour la retransmission en direct de l'expérience. Nous aurons un débrief juste après. Je vous remercie. Paco posa un regard consterné sur Esteban qui venait d'entrer dans le vestiaire. « Eh ben, cela fait plusieurs jours que tu as une sale tête, mais aujourd'hui tu bats tous les records. La nuit était courte, trop courte. Allez, c'est un grand jour, un très grand jour, on va connaître notre avenir. » Paco frappa amicalement l'épaule d'Esteban et parvint à lui arracher un sourire. Les deux hommes finirent par se changer avant de gagner la salle de repos. « Cela ne te dérange pas si je prends le premier tour de garde ?» demanda Paco. « Non, non, pas de souci. » Dès qu'il se retrouva seul, Esteban alluma son ordinateur portable et, comme il le faisait presque en permanence depuis qu'il avait rencontré John et ses comparses, se mit à surfer sur les sites que ces derniers lui avaient envoyés. Le ton général était le même partout. Pléthore était dangereux. Le relancer serait irresponsable. La preuve, nous n'avions pas reçu de message du futur. Esteban n'avait pas d'avis particulier sur le risque que la centrale où il travaillait faisait courir tout le monde. Il se souvenait simplement que, lors de son embauche, on lui avait fait suivre une formation qui s'était évertuée à lui démontrer le contraire. Il avait à l'époque été convaincu par ses arguments, mais depuis qu'il y avait eu le silence du futur, pourquoi aucun message n'avait traversé le vortex? Il referma l'ordinateur. Il devait penser à autre chose. Il s'allongea donc sur le canapé et s'assoupit. C'est Paco qui le réveilla après un moment. « Hé, mon vieux, tu as tout manqué, ils ont commencé !» Esteban découvrit sur l'écran de télévision les mêmes images que 15 jours auparavant. Il eut un mauvais pressentiment. Il voulut en faire part à son collègue, mais n'eut rien le temps de dire. Leur responsable fit irruption dans la salle. « Les gars, il y a un souci là-haut. Apparemment, le réacteur surchauffe ou je ne sais pas quoi. Il faut gagner les zones de sécurité. » L'inquiétude d'Esteban se mua en peur. Bob Moore avait le visage fermé. Il pianotait sur le clavier de son ordinateur avec frénésie, mais à part une ou deux gouttes de sueur sur son front, son angoisse ne transparaissait pas. Il n'en était pas de même pour ses collaborateurs, qui s'agitaient dans la salle de contrôle et pestaient au moindre contretemps. Plus la température du réacteur montait, plus la tension était palpable. Kevin Joyce, un des bras droits du professeur Moore, entra dans la salle avec une liasse de papier sous le bras et s'approcha de Bob. « J'ai refait le calcul, affirma-t-il. Bien qu'inquiétante, la hausse de la température peut s'expliquer par le rythme de production d'énergie demandé. Si c'est le cas, il nous faut tenir 10 minutes et tout devrait rentrer dans l'ordre. » Bob vérifia les notes de ce collaborateur. Il grimaça. « Oui, cela se tient. Mais si nous atteignons la masse critique avant les 10 minutes, on risque le blackout. » « Possible, mais si tu essaies de couper le réacteur, c'est l'emballement. Et là... » Les deux hommes continuèrent à échanger ainsi avec un calme olympien qui jurait terriblement avec ce qui se passait dans la salle de contrôle. L'une des assistantes présentes, Armel Litz, remarqua l'attitude posée des deux scientifiques, mais au lieu de se sentir rassurée, cela accentua sa panique. « Ils sont inconscients, juste inconscients, » pensa-t-elle. En charge de veiller sur les constantes du réacteur, de son poste, elle voyait tous les indicateurs passer au rouge les uns après les autres, et les deux responsables discutaient tranquillement. Avait-il oublié que, 15 jours auparavant, on avait eu la preuve que dans moins de 10 ans, l'humanité aurait disparu de la planète, et que si Pléthore explosait, ce terme risquait d'être bien plus proche. À cette pensée, une terrible bouffée d'angoisse parut l'étouffer. Elle sentit son cœur s'accélérer, sa tête tourner, et elle en perdit connaissance. Karl Laval était agacé par la présence de Paul Grossen à ses côtés. Non pas qu'il craignait que ce dernier ne lui fasse de l'ombre, il n'avait jamais été vaniteux et la gloire ne l'intéressait pas. Mais il avait l'impression d'être surveillé et cela faisait monter une tension inutile au vu des circonstances. Le téléphone sonna et on prévint que Pléthore était actif. Il enclencha donc la procédure en vue de l'ouverture du vortex. Tout se passa bien.
Ce fut un grand soulagement. Les différents voyants s'allumèrent au rouge et commencèrent à passer au vert lentement. L'énergie, l'intensité, la puissance. Le téléphone sonna de nouveau, la Vol décrocha. C'était le même interlocuteur que précédemment, mais son ton avait changé. Pléthore avait un problème. Il fallait ralentir la procédure le temps que tout rentre dans l'ordre. Quelques touches sur le clavier, l'intensité baissa et le système demanda donc moins d'énergie. Karl parvint à garder son calme et demanda à être immédiatement prévenu lorsqu'il pourrait relancer le système normalement. Quand Armel ouvrit les yeux, elle était dans la zone de sécurité de la centrale où, en cas de crise, l'on réunissait tous les personnels non essentiels. Elle était allongée sur une couverture à même le sol, un infirmier était penché sur elle et c'est son sourire qu'elle vit en premier. « Vous allez mieux ?» La jeune femme hésita, puis fit un signe affirmatif de la tête. Son ange gardien l'aida à se redresser. « Allez-y doucement » insista-t-il. Armel était encore toute chancelante, et il lui fallut plusieurs minutes pour récupérer totalement. C'est seulement à ce moment qu'elle remarqua que tous les regards inquiets étaient posés sur elle. Il y avait là tous les agents de sécurité, les personnels d'administratif et d'entretien, et quelques autres dont elle ignorait la fonction. Tous n'avaient qu'une envie, savoir précisément ce qui se passait dans la salle de contrôle. Elle savait qu'elle ne devait normalement rien dire, mais comment pouvait-elle résister à la pression d'autant de personnes? Et si la centrale venait exploser, il ne resterait personne pour lui en faire le moindre reproche. Elle expliqua donc en détail la crise qui se déroulait dans la salle de contrôle. Parmi l'auditoire attentif qui l'entourait se trouvait Esteban. À chaque nouvelle phrase d'Armel, il sentait son cœur s'accélérer et sa peur augmenter. Il ne pouvait s'empêcher de repenser à tous les articles qu'il avait lus la semaine précédente sur les différents sites que lui avait conseillé John. Ils étaient catégoriques. Si aucun message n'était parvenu du futur lors de la première expérience de prédiction, c'est qu'une catastrophe allait détruire l'humanité d'ici 10 ans. Ils affirmaient également que rien n'était inéluctable et qu'il fallait se mobiliser pour éviter cet avenir bien sombre. Armel se mit soudainement à pleurer, ne parvenant pas à finir son récit. L'infirmier intervint pour qu'on la laisse tranquille. Il l'aida à se relever et l'éloigna du groupe. C'est à ce moment-là qu'Esteban prit sa décision. Ignorant les consignes qui lui avaient été données, il quitta la zone de sécurité et retourna au vestiaire. Il ouvrit le sien et récupéra son téléphone portable. C'est John qui décrocha, et Esteban se libéra comme une rivière. En un seul flot, il raconta sa peur qu'il dissimulait depuis 15 jours. Depuis la remarque de Paco sur les raisons de l'absence de messages du futur, la situation de crise que traversait Pléthore et les questions qui le taraudaient sur la conduite qu'il devait tenir. Quand il eut terminé, John laissa un court silence avant de répondre. « Écoute, mec, il est certain qu'une catastrophe va détruire l'humanité d'ici 10 ans, mais le délai peut être plus court, beaucoup plus court. Peut-être que Pléthore... C'est exactement ma pensée. « Ok, mec. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Pleurnicher et téléphoner à ta femme pour lui dire au revoir ou bien... » À son tour, Esteban laissa planer un silence. « T'es toujours là, mec ?» insista John. « Oui, oui. »« Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Il eut un nouveau flottement que cette fois John n'interrompit pas. « Ok, je vais vous faire entrer. » Bob Moore eut un soulagement. La température du réacteur continuait à monter, mais les autres témoins retrouvaient des constantes plus normales. Il se tourna vers Kevin et lui adressa un sourire. « Je crois que cela va être bon. Il faut persévérer et libérer un peu d'énergie. Dites à Prédiction qu'ils peuvent reprendre leur programme normalement. » Le jeune scientifique acquiesça et décrocha le téléphone devant lui. Il transmit les consignes que son supérieur venait de lui donner et raccrocha avec un large sourire. Il venait à peine de lâcher le combiné qu'un bruit violent attira son attention. 5 personnes armées venaient d'entrer dans la salle de contrôle. La panique fut de courte durée. Il y eut des cris, un peu d'agitation, et celui des intrus qui paraissait être le chef hurla à tous de se calmer. Il appuya ses propos avec un tir d'arme automatique qui fut suivi d'un grand silence. « Si tout le monde reste calme, » expliqua John, car c'est bien de lui qu'il s'agissait, « tout se passera bien. Nous ne voulons de mal à personne. Nous souhaitons juste éviter une catastrophe. Soyez coopératifs et ce soir, tout le monde dormira dans son lit. » Esteban, présent parmi les assaillants, se porta à sa hauteur. « Ce n'est pas ce qui était prévu, cria-t-il. »« T'en fais pas, répondit John. Tout est sous contrôle. Clémentine et Charles, vous accompagnez tout le monde dans la salle voisine. Alban, tu sais ce que tu as à faire. »
Le beau-frère d'Esteban se dirigea sans hésiter vers Bombo et lui appuya son arme contre la tempe en lui intimant l'ordre de couper immédiatement l'alimentation de la centrale. « Mais je ne peux pas faire cela !» tenta de répondre le scientifique juste avant de recevoir un coup de crosse et de s'écrouler sans connaissance. Alban se tourna vers Kevin. « Si tu ne veux pas subir la même chose que ton responsable, coupe-moi ce réacteur. » Kevin leva la main doucement en signe d'apaisement. « Restez calme, tout est en train de rentrer dans l'ordre, il faut... »« Mensonge !» hurla John qui d'un seul coup parut perdre tout contrôle de lui-même. « Mensonge !» insista-t-il en se précipitant sur Kevin pour le menacer à son tour. Craignant de voir un nouvel acte de violence qu'il ne souhaitait pas cautionner, Esteban intervint. Il s'interposa entre son nouveau complice et le bras droit de Moore et expliqua qu'il connaissait quelqu'un qui pourrait faire l'opération. « Où est-elle, cette personne ?»« Dans la zone de sécurité. Elle s'appelle Armel. » L'énergie affluait, et sans hésiter, Laval enclencha l'ouverture du vortex. Tout semblait fonctionner à merveille, et bientôt, de nouveau, un passage fut ouvert vers le futur. Les 3 notes, la dorée, furent jouées, comme précédemment, et on attendit un retour. Dans tous les foyers du monde où l'expérience était diffusée en léger différé, dans tous les palais présidentiels, dans tous les lieux où il y avait un poste de télévision, on attendait le message qui prouverait que l'humanité n'était pas toute proche de sa fin. Karl vérifia l'ensemble des données. Le lien était établi, c'était certain. Son angoisse monta en flèche. Pas question d'une seconde d'expérience sans résultat. 1 minute, rien. 2 minutes, rien. Et puis, il y eut un frémissement dans le vortex. Une onde, un souffle. Armel se tenait devant la console. Elle regarda John en face d'elle, Esteban à sa droite, et le professeur Moore et Kevin dans un coin opposé de la pièce, qui était sous la menace de l'arme d'Alban. Elle pressa une suite de chiffres sur le clavier devant elle et actionna une manette. Une alarme se mit à retentir dans la pièce et une voix synthétique déclara « Arrêt d'urgence enclenché. Coupure générale dans 10, 9, 8... » Le compte à rebours s'égrena à un rythme régulier et, arrivé à 0, tout s'éteignit dans la salle, sauf les lumières de sécurité. Il y eut 10 nouvelles secondes d'un étrange silence, puis un bourdonnement faible qui s'accentua très rapidement. Tous se regardèrent. Personne n'eut rien le temps de dire. Une immense déflagration rasa la centrale. Mais la bête ainsi libérée ne s'arrêta pas à son berceau. Rien ne pouvait l'arrêter. Elle se répandit dans la région voisine, dans le pays voisin, sur tout le continent, puis sur la planète entière. À l'étrange bourdonnement succédaient la colère et la mort. L'explosion fut telle qu'il ne resta bientôt plus rien que des sols brûlés et tout fut disparu de la surface de la planète qui devint un grand désert. Le centre prédiction, de par sa proximité de Pléthore, fut rapidement touché et rayé de la carte. Pourtant, le vortex ouvert parut protéger le portail qui demeura intact alors que tout autour de lui s'écroulait. Il se dressa bientôt seul au milieu d'un tas de ruines. L'énergie n'arrivant plus, il y eut un crépitement et il se referma. Le temps commença à s'écouler. Les heures, les jours, les mois, les années. Aucune trace de vie ne revint, et seul cet étrange portail, symbole tout à la fois du génie et de la folie humaine, témoignait encore de ce qu'avait été l'humanité. Et puis, un jour, 10 années plus tard, il s'anima de nouveau. Il y eut le fameux crépitement. Une onde, et le vortex s'ouvrit. 3 notes de musique arrivèrent du passé. La, do, ré. Mais personne n'était là pour répondre. Les protagonistes de cette histoire ont cru comprendre l'avenir, et les plus audacieux d'entre eux ont été persuadés qu'ils pouvaient le changer. Mais en réalité, c'est cette connaissance qui les a conduits à leur perte. Rien ne serait arrivé autrement. Étrange paradoxe, dont l'explication ne se trouve, c'est certain, que sur le chemin poursuivi par l'une des 9 parallèles. The number you have dialed has been changed.
The new number is 9 9 9 9 Les 9 parallèles.